Eh bien, le bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International, de Télépaèse, et pour cette matinale du vendredi 20 février. Bonjour, salut à tous. Si vous impregui. Voilà pour ce vendredi, donc 20 février. On va fêter les Aimés au féminin. On va en profiter aussi pour au masculin. Une petite pensée pour Aimé Pietré, notre père fondateur qui nous a quittés. Donc voilà donc pour ce début de matinale. De la météo, de l'info, programme, les pronostics, l'horoscope comme d'habitude. Nous aurons deux invités aujourd'hui. D'abord avec Philippe Jam, on va partir un peu à l'aventure. On va retrouver aussi Pierre-Louis Alessandri avec son invité Ange Rover pour la présentation de son ouvrage sur Pascal Paoli. Et bien sûr, nous retrouverons les titres de l'information en fin de cette matinale pour ce vendredi. Voilà, le dernier jour de la semaine. Le week-end s'annonce, j'espère, avec moins de vent et avec un beau temps. On va voir ça avec Philippe Jam, avec la météo et l'information dans ce vendredi 20 février. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé en ce vendredi, mais le vent soufflera encore très fort puisqu'on aura des rafales jusqu'à 70 km/h sur la façade occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne. Les maximales seront agréables puisque au-dessus des normales de saison, elles se situeront en mi-journée entre 15 et 18 degrés sur le pourtour de l'île, de 6 à 14 degrés dans l'intérieur. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Eh bien, bonne nouvelle, il y aura du soleil et un petit peu de vent encore. Des températures maximales qui seront sans grand changement, donc en hausse par rapport aux normales de saison. Comparaissant dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité au parquet de Bastia, un homme a été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour des vols commis dans des églises de la Plaine orientale. L'homme, un SDF de 41 ans, en état de précarité, arrêté mercredi et placé en garde à vue, a reconnu les faits. Dans ce dossier, les paroisses concernées par les vols n'ont pas tenu à se constituer partie civile. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a quant à lui condamné un homme de 45 ans à 4 ans de prison ferme pour l'incendie de la paillote L'Éphémère sur la plage de Calalonga à Bonifacio. L'établissement avait été totalement détruit par les flammes dans la nuit du 7 au 8 avril 2025. La paillote était gérée par son ancienne compagne. Le contrôleur aérien qui s'était endormi en service à l'aéroport d'Ajaccio en septembre 2025 a été mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, la tour de contrôle ne répondant pas aux appels radio, le vol en provenance de Paris-Orly avait dû tourner autour de l'aéroport ajaccien durant une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir se poser. Une 6e liste pourrait briguer la mairie de Bastia aux prochaines municipales. Elle serait conduite par Jean-Michel Lamberti sous l'étiquette Reconquête. Et puis en sport, football, le Sporting une nouvelle fois au pied du mur. Après avoir concédé le match nul lundi soir contre 3 à Foriagne, les Bastiais derniers au classement seront en appel à Dunkerque, 6e du classement. En Pro A de volley, la Marmara Spike League. La victoire sera également impérative pour le GFCA qui jouera à 7 et s'il veut sauver sa place parmi l'élite. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment avec votre invité. On va partir un peu à l'aventure, vous allez voir. On se fait un petit détour du côté de Vincennes. C'est pour les pronostics hippiques. C'est avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 9, Jazz de Pad, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course, où le numéro 3, Le Touquet, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 7, Maginage. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à les suivre tout au long du week-end, les pronostics, directement sur notre plateforme de Radio Corse International ou bien en direct. On le retrouver à 8h30, 10h30 et bien sûr en podcast sur la plateforme, je vous rappelle, rci.websiteradio.co. Voilà, et là vous avez tout, la radio, les podcasts, les replays. Voilà, tout simplement, vous allez vous connecter là-dessus
Et vous allez pouvoir donc retrouver les pronostics ce week-end, donc avec Rémi, ainsi que l'ensemble des rubriques. Donc l'horoscope, hein, l'horoscope de Paxi. Allez, on va voir comment va se présenter cette journée et le week-end avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger, certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire, en tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi. L'invité, on va commencer tout d'abord à partir un peu à l'aventure avec notre premier invité de cette matinale, avec Philippe Jam. Voilà, donc c'est parti, on enfourche le vélo et c'est parti. Notre invité aujourd'hui, Vinny Bartela, qui en juin prochain va tenter de rejoindre l'aventurier Franck Bruno, qu'on connaît bien, au Cap Nord en Norvège. Vinny, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur vous tout d'abord. Vous êtes de Miyachar, c'est ça? De Miyachar, exactement. Je suis né sur le continent, mais mes parents étaient militaires. Ils ont été mutés ici, et puis finalement, on est resté là. Moi, je suis arrivé là, j'avais 6 ans, je me souviens pas d'avant. J'ai grandi ici. Vos souvenirs sont corses, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, avant de parler de ce défi que vous allez faire, un mot sur vous. Vous êtes quand même un sportif. Oui. Hein, vous avez fait du judo, du MMA, c'est Oui. ça? J'ai fait plus de 15 sports différents au total, je pourrais même pas les compter.
Mais oui, j'ai pu avoir des titres en judo, des titres en sport de combat MMA, etc. Donc déjà avec les 15 sports, ça fait beaucoup de polyvalence. Ouais. Toujours repartir de zéro pour réapprendre, redevenir débutant à chaque fois, et puis au final on apprend très très vite. Et aujourd'hui, vous avez arrêté les sports de combat? À part le judo, c'est vraiment le sport de cœur que j'arrêterai jamais. Mais sinon oui, Au pour judo l'instant. club de Ventis, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Alors, comment est né ce projet? On le rappelle, c'est de rejoindre Franck Bruno, qu'on connaît bien, au Cap Nord. Comment est née cette idée de Mais défi, de projet? depuis toujours, j'ai toujours voulu être aventurier, Mhm. étant petit. Et à un moment, j'ai rencontré Franck Bruno sur un stage de survie ici. Et Du par la côté de suite, Bonifacio, non, c'est ça? ouais, Non sur voilà. Piano Tolly. Mhm. Sur, et dans l'événement des choses, il a fini par m'emmener au Groenland, au moment où il avait la cabane là-bas, pour faire l'expédition de 2 semaines avec le documentaire. Mhm. Et par la suite, il m'a redemandé de revenir avec un morceau de l'équipe pour l'aider à retaper la terrasse qu'il avait sur la cabane à Sholfjord. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je vais faire ma première grande aventure et je veux d'abord marcher un petit peu dans tes pas pour pouvoir ensuite marcher dans les miens. Et je vais donc venir te rejoindre par mes propres moyens ici. Alors justement, ça va consister en quoi exactement Non. ce projet? Le but est vraiment de parcourir toute cette distance en voyageant, Mhm. donc pas de moyens motorisés. Je suis uniquement avec du coup, mes jambes et le vélo. Je pars de Miachar pour rentrer à Miachar en passant par le Cap Nord. Et donc vous allez partir du Cap Corse jusqu'à... Ça représente combien? 14 000 km, c'est J'ai ça? fait un itinéraire de 14 000 km en passant par les Pyrénées parce que j'ai très très envie de les faire aussi. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que vous allez partir à pied. Bon, ça, tout le monde peut partir à pied. Mais à vélo, c'est pas évident, surtout que vous n'êtes pas un adepte du vélo, en fait. Je suis pas vraiment adepte du vélo, j'ai pas un coup de cœur spécial pour le Mhm. cyclisme ou autre, mais c'est un moyen de locomotion qui me permettra d'aller un peu plus vite quand même. Et aussi, c'est encore une fois quelque chose qui est nouveau pour moi. Donc c'est un défi en plus, c'est quelque chose qui, à chaque fois que je commence à apprendre quelque chose de nouveau, je me retrouve un peu comme un enfant. Et cette sensation-là, je l'adore. Apprendre, c'est merveilleux. En plus, c'est un vieux vélo que vous Oui, avez récupéré, c'est on ça? m'a donné ce vélo, je l'ai même pas acheté ou autre, Mhm. mais quand on me l'a donné, je me suis dit, celui-là, il y a quelque chose. Et j'ai choisi ce vélo parce qu'il m'a fait ressentir quelque chose et je me suis dit que j'allais l'emmener jusque là-haut. Et donc, vous le Oui. retapez en fonction, bien Ouais, ouais. entendu, de vos Je suis en besoins. train de le préparer, donc petit à petit, au fur et à mesure des mois, que je reçois les pièces, etc. Et Mhm. oui, c'est vraiment, tout est choisi par moi, les pièces, etc., par rapport aux besoins que je vais avoir sur la route. Il va y avoir une assistance quand même, non? Ou vous Je partez serai seul. donc, tout seul avec vos bagages? Ouais, Donc ça suppose quand même une sacrée organisation, ouais. parce que 14 000 km, vous n'allez pas le faire en une seule fois. Vous avez prévu des Non. étapes déjà? Oui, j'ai tout mon itinéraire qui est déjà tracé. Puis au Mhm. fur et à mesure, je pourrai me ravitailler. Mais comme pour tout le monde, on a tous une maison avec un toit où tout ce qui a, Mhm. tous nos besoins sont réalisés dedans. Moi, sur mon vélo, ce sera ma maison. D'accord. Donc j'aurai mon hygiène, j'aurai pour manger, j'aurai pour dormir, etc. Et au fur et à mesure, je pourrai me ravitailler sur la route. Je suppose que quand on va se taper entre guillemets 14 000 km en vélo, ça sous-entend un sacré entraînement. Eh Alors, bien, le bagage comment... physique, Mhm. je l'ai déjà. Oui. Donc là, je suis surtout en train d'entraîner mon corps, ou plutôt d'habituer mon corps à être sur le vélo et à pédaler constamment. Mhm. Donc dès que j'ai du temps libre, je suis sur le vélo en train de faire des sorties. Et vous étiez il n'y a pas longtemps à une compétition de vélo aussi, ça vous met un Oui, petit peu... je suis pas allé la faire, mais je suis Mhm. allé rencontrer le président du club Mhm. de Fiumorbe. Donc ça vous a mis un petit peu... Oui, Vous avez bah, demandé des conseils un petit peu, parce que le vélo, ça suppose je aussi... me renseigne beaucoup, du coup je me documente beaucoup, c'est encore une fois quelque chose de tout nouveau, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, je pars de zéro. Et donc Oui. le départ, c'est le 1er juin, c'est ça? Entre le 1er et le 5, suivant comment je finis par Mhm. faire mes derniers bagages, etc. Mais sinon, oui, Alors, début juin. Ça suppose aussi une mise en parenthèse de votre vie professionnelle. Pour l'instant, oui. Mais du coup, je travaille pour l'aventure. Et du coup, c'est surtout l'aventure mon objectif pour le moment. Donc, effectivement, oui. Quelles peuvent être les craintes à avoir dans ce genre de défi? Outre la crevaison du vélo, qui paraît bénigne. J'ai pas vraiment de crainte. Je sais que je vais y arriver. Mhm. Je sais que ça va se faire. Je sais que je vais galérer. Je sais que ça va être dur. Je vais avoir plein de moments d'inconfort. Ça fait partie du voyage. Ça fait grandir. Ça crée des souvenirs. J'ai pas vraiment de crainte. Comment Franck Bruno a-t-il accueilli ce défi? Avec un grand sourire. Et oui, parce que... Alors, départ le 1er juin, arrivé, combien de temps vous allez mettre à peu près? Normalement, 3 mois et demi. Ah oui, quand même, oui. Pour arriver là-haut, et 3 mois et demi pour redescendre également. Je devrais être rentré chez moi au début janvier. Vous allez rester un petit 2027. moment là-bas quand même. Je pense une petite semaine, oui. D'accord, ouais. Et donc là-bas, vous allez vivre un peu avec Franck, comment il... Je vais passer un peu de temps avec lui, je vais pouvoir avoir mes moments tout seul et visiter aussi moi mes Mhm. endroits. On a fait un sommet la dernière fois ensemble où j'ai écrit une promesse dans le carnet. Il y a toujours des petits carnets dans les sommets.
Donc dans la petite cabane, il va falloir que je retourne écrire « Je suis bien arrivé, je l'ai fait ». C'est très important pour moi de le faire. Ça va finaliser ma promesse que je parle beaucoup sur les réseaux. C'est vraiment cette promesse de 14 000 km qui m'emmène là-haut pour pouvoir la réaliser, la terminer. Coco, comment vos proches ont-ils réagi à ce défi fou? Eh bien, pour eux, ce n'est plus fou puisqu'ils sont habitués, comme pour moi. Mais du coup, pareil, avec un grand sourire, se sont dit « Ok, bon, on va le soutenir ». Alors, je suppose qu'il y a un coût financier aussi, donc oui, comment ça exactement. Se passe? Donc moi, je vais pouvoir personnellement financer la moitié. Mhm. Et donc, ça va me servir aussi d'être ici pour pouvoir rechercher des partenaires, des sponsors, puisqu'il me manque la moitié du budget. Donc, je peux apporter 3 500 et il me manque 3 500. 7 000 euros pour partir de chez moi et rentrer chez moi avec un vélo, c'est quand même bien. Donc, on peut vous joindre sur Facebook, sur les Facebook, réseaux sociaux. sur Instagram. De toute façon, il suffit de taper mon prénom et mon nom, Vinny Bartola, sur Internet. C'est facile à trouver. Vous avez une association aussi, le Village Radiant? Alors, c'est pas le Village Radiant, c'est Radiant Human. J'ai fondé ouais. cette association. Je vais aussi la promouvoir grâce au voyage. Pour l'instant, elle est un peu en stand-by, je m'en occupe pas vraiment, mais elle a été créée. Et mon but à travers cette association, c'est de pouvoir emmener les gens à vivre des aventures intérieures et aussi extérieures à travers ce que moi je fais. Oh, il y a une histoire de village abandonné. J'aimerais, par la suite, quand je rentrerai, je m'occuperai de ça. J'aimerais beaucoup réhabiliter, rénover un village abandonné en Corse pour pouvoir y baser l'association. Il y en a beaucoup de villages abandonnés. Il y en a beaucoup, oui. Donc il faudra trouver celui qui est OK, etc. Donc, et donc le judo, pour l'instant, c'est en stand-by aussi, forcément? Alors non, j'assimile les deux pour l'entraînement. Ça fait l'entraînement, ouais, c'est ça? Ça fait l'entraînement. Par contre, quand je serai plus là, ce sera en stand-by, puis je reprendrai quand je reviendrai. Mais écoutez, on va attendre le début juin, et puis on va attendre surtout quand vous revenez. Vous viendrez faire un petit débrief ici. Avec grand plaisir. Merci Vinny. Merci à vous. Voilà, à l'aventure, donc avec ce jeune homme. Pierre-Louis Alessandri, avec son invité, Ange Rover, qui a sorti un ouvrage sur Pascal Paoli. On a déjà eu une diffusion début de semaine, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a eu des petits problèmes de diffusion sur la TNT. Certains n'ont pas pu voir donc cette rubrique avec Pierre-Louis Alessandri et Ange Rover. Donc, petite rediffusion. Notre invité aujourd'hui est Ange Rover, professeur émérite d'histoire et historien, auteur de nombreux livres sur la Corse, et le dernier est paru dans le cadre de l'année de commémoration des 300 ans de la naissance de Pascal Paoli, qui s'est terminée il y a quelques semaines. Alors le titre du livre, Pascal Paoli, de lumière et d'ombre, et il est paru dans la collection classique Garnier. Ange Rover, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le titre de votre livre résume en quelque sorte votre récit. Contrairement à d'autres historiens, vous avez voulu donner de Pascal Paoli une image plus critique, celle de la lumière, qui est celle du Babo di Amadria, mais aussi, et de son combat, mais aussi une part d'ombre qui compose cette vie. Rétablir des vérités. Écoutez, moi je suis historien, je ne suis pas battleur de foire, et ce livre a paru sans que, je dirais, j'ai eu conscience qu'on était dans le cadre du tricentenaire. Il a paru en 2024, et ce n'est qu'après que j'ai pris conscience qu'on allait au-devant d'une commémoration de la naissance de Pascal Paoli. Parce que, figurez-vous, en 1969, ma maîtrise a porté sur Pascal Paoli. Et depuis plus de 50 ans, c'est un sujet que je travaille. Donc c'est une reprise de vos travaux antérieurs? Non, ce n'est pas une reprise. Une maîtrise, c'est une maîtrise. En 1969... ça vaut ce que ça vaut. Bien. Mais depuis plus de 50 ans, c'est un sujet sur lequel je travaille en explorant toutes les archives, toutes les facettes aussi du personnage. Et lorsque le titre est venu comme ça, de lumière et d'ombre,
il fallait bien prendre en compte la personnalité, son combat, mais aussi les réalités insulaires et aussi internationales dans lesquelles son action s'est déroulée. Alors malgré tout, il fallait se saisir de ce moment de la commémoration des 300 ans de sa naissance pour faire un peu plus la lumière sur Paoli, et non pas rester uniquement sur le personnage encensé par la République des lettres en Europe et en Amérique. Paoli, vous le démontrez, est un personnage ambivalent, comme d'ailleurs peut-être sont tous les grands personnages politiques, historiques. Absolument. Absolument. Dans la mesure où il naît dans le cadre d'un combat qu'il va assumer. Et, par exemple, le qualificatif ou le sous-titre de lumière et d'ombre, d'abord, approfondissons l'aspect lumière, dans la mesure où c'est une exception dans cette Europe du XVIIIe siècle. Qui est l'Europe des Lumières, malgré tout. Non, attendez. Allons jusqu'au bout. C'est une exception. Dans cette Méditerranée, les princes, les rois, les ducs se disputent les îles qui se passent les uns les autres en fonction des traités de paix, comme si les habitants de ces îles étaient des troupeaux de moutons. Lui va assumer la charge, la volonté de combattre pour la liberté de l'île. C'est énorme. Il ne mène pas un combat pour gagner des territoires. Il mène un combat pour, disons, pour aller vite, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sans volonté de conquête vis-à-vis de qui que ce soit. Et par ce combat, pour ce combat, et c'est énorme, encore une fois, c'est un exemple, c'est pas un modèle, c'est un exemple. Et pour gagner ce combat, pour faire de la Corse un pays indépendant, il va construire un État. Et c'est pas facile. Surtout dans la situation de la Corse, on pourra y revenir. Mais la volonté, c'est de construire un État. Alors, malgré tout, Paoli, c'est quelqu'un qui est imprégné de culture italienne, puisqu'il reste des années à Naples, il fait partie de l'armée royale de ce pays. Il est imprégné peut-être aussi de l'illuminisme italien, de la culture italienne. Comment il passe d'une structure intellectuelle à une autre? Non, il ne passe pas d'une structure intellectuelle à une autre. Naples est un grand foyer culturel. Après, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les Lumières à Naples, dans la première moitié du XVIIIe, elles sont encore balbutiantes. Or, c'est dans cette ambiance qu'il va grandir. Il est, disons, peut-être l'élève de Genovese en 1741, mais Genovese a une école privée. S'il y reste, il reste quelques mois dans cette école privée. Et le Genovese des années 1740-41, c'est un philosophe métaphysicien. Ce n'est pas encore celui qui va ouvrir en 1754 sa chaire à l'université. Alors, malgré tout, dans la structure intellectuelle de Paoli, vous le démontrez, vous l'écrivez dans votre livre, c'est un homme imprégné de religion.
Absolument. Et qui a une prédilection, alors c'est quand même particulier, une prédilection pour l'Ancien Testament, Absolument. qui est pour lui une école des grands hommes. C'est quand même particulier. Mais c'est parce que il a une culture corse aussi. La Corse est un pays cléricalisé qui a absorbé le Concile de Trente. Non seulement dans la hiérarchie catholique, dans la hiérarchie de l'Église, mais souvenons-nous qu'il y a dans cette île plus de 1000 curés, qu'il y a en gros 1 millier de moines, dans une population de 120-130 000 habitants, un encadrement. Donc une domination de l'Église. Absolument. Et il est porteur de cette culture. Son père est un bigot. Il a son nom, c'est son oncle qui, quand il était en Corse, a commencé à le former. Son père est un bigot. Son ami le plus intime, qu'il a suivi quand il était soldat à Galette. C'est qui? C'est Savelli. Celui qui a écrit la Justification. Il est imprégné de cette culture religieuse. Alors, vous décrivez quand même Paoli comme un homme qui défend sa caste, sa classe. Il a l'obsession de la noblesse. Il écrit à Casabianca. Oui. Alors, il convient de considérer, je cite, avec indifférence, les voix de la multitude, du popolaccio, qui, parce qu'elle est incapable de gouverner, Absolument. nous a mis à sa tête. C'est quand même un regard assez méprisant, je dirais. Non, mais c'est pas méprisant. Il appartient à une catégorie sociale en émergence, en Corse, et il partage la même culture que Savelli, que Boutafaux. Ils sont très amis Il est du côté des possédants pour employer un langage actuel. Il est du côté, je dirais, du milieu dans lequel il a grandi et il vit. C'est tout. C'est pas en faire, je dirais, c'est pas tirer sur lui ou un trait, je veux dire, qui n'a pas lieu d'être. Il est l'homme d'un milieu, d'une pensée. Il n'a pas lu, du moins avant de venir en Corse, Montesquieu. Il est imprégné de Machiavel. Il veut être le principe nuovo, qui doit avoir le pouvoir absolu. Et pour gagner ce pouvoir absolu, il va s'appuyer sur les notables et sur l'Église. Alors, à quel moment, finalement, se situe le tournant de Paoli? Lors de sa prise de pouvoir en Corse ou avec sa rupture avec la Convention et l'épisode du Royaume en Corse? Non. Ce qui est clair, alors vraiment, sa pensée politique, c'est clair. Il prend le pouvoir comme principe nuovo, et il prend le pouvoir à vie. Il faut faire attention. Bien. Pendant 8 ans, il a dû gagner ce pouvoir contre les Matres. Parce que la guerre contre les Matres a duré 8 ans. L'union est difficile. Bon, c'est chose brouillade. Mais il a fini par gagner. Il a gagné en juin 63. D'où, grand tournant, la consulte de 1764, de mai 1764. Et là, il révèle véritablement sa pensée politique. Puisqu'à partir de cette consulte où maintenant Mâtre a été éliminé, Gênes ne compte plus, il va construire un État, un système politique dans lequel, par étapes, il va s'affirmer comme maître absolu de cette île, en éliminant la représentation populaire. De consulte en consulte, il va éliminer la représentation
populaire, avec une architecture qui va reposer sur les notables. Alors malgré tout... Et ce qui est révélateur de cette pensée politique, c'est quoi? Parce qu'il ne meurt pas en 68, il ne meurt pas en 69, il ne meurt pas à Ponténove. Il va avoir une vie derrière. Or, il a voté la constitution anglo-corse. Pourquoi? Qui est une constitution très aristocratique. Alors il y a la sienne, la constitution, malgré tout. Il n'y en a pas de constitution. Il a quand même réfléchi à une constitution qui soit adaptée à la Corse. Non, bon, il peut être critique là-dessus. Non. D'abord, quand on parle de constitution, on se réfère à 1765. Ça, c'est absurde. Bien. Il existe ce texte. Non. Si vous prenez l'élaboration institutionnelle ou constitutionnelle, si vous voulez dire pas, ça se fait pas à pas. Il n'y a jamais eu de texte définitif. D'ailleurs, en 1768, il attend que Koch, son ami toscan, lui envoie encore des propositions pour améliorer son système de gouvernement. Enfin, il faut regarder l'histoire comme elle est. Moi, je suis historien. Avec ça, il modère malgré tout son pouvoir que vous considérez comme absolu. Il a un pouvoir absolu. Et la raison pour laquelle il vote la constitution anglo-corse, qui est, mais on ne peut plus aristocratique, alors que la Convention en 1793 a instauré le suffrage universel masculin. Bien. Là, c'est une constitution aristocratique qui, comme son mode de gouvernement, élimine le peuple comme acteur politique. Et pourquoi vote-t-il sa constitution, cette constitution anglo-corse? Tout simplement parce qu'il pense être le vice-roi. Ça rejoint sa pensée politique. Il est déçu de ce côté-là, puisqu'il... Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais s'il la vote, c'est parce qu'il veut être le vice-roi. Il entend être le vice-roi. Il y a une continuité de sa passée politique. Alors, quand on vous lit, finalement, et que l'on vous écoute, on réfléchit, on se demande où prend-il véritablement cette dénomination de père de la patrie, du Bab Diabad? Non, mais attends. Je ne sais pas, mais tous les chefs d'État italiens, y compris les Médicis, donc, et c'est une vieille tradition, sont qualifiés de père de la patrie. C'est une vieille tradition italienne qui est reprise en Corse, parce que la Corse est de culture italienne, et basta. Je veux dire, il ne faut pas en faire... Donc il n'y a pas de fondement véritablement du combat de Paoli pour l'indépendance de son île. Non, mais il ne faut pas confondre. C'est uniquement une définition culturelle... Culturelle donnée à tout... Mais après... Qu'il y ait une symbolique, je veux bien. Mais c'est un qualificatif qui est donné, y compris aux Médicis. Depuis toujours. C'est le père de la patrie, celui qui symbolise l'État, etc. Sans plus. Après, on peut, c'est vrai, construire des romans ergotés à droite et à gauche. Moi, je suis historien. Je suis historien tout bêtement. Et je prends les choses en fonction des réalités, en disant, mais comment ça se passe ici, comment ça se passe là-bas? Finalement, où se situe la part de lumière de Pascal Paoli? D'abord dans ce combat que j'ai décliné tout à l'heure. La volonté de construire une Corse indépendante dans un pays, dans une Méditerranée où les souverains échangent les îles comme si c'était des troupeaux de moutons, volonté de construire un État. Il est encensé par Rousseau, malgré tout, hein, et Bossuet aussi. Ah non, mais alors après, là, c'est un autre débat. Il est normal que Rousseau prenne le parti de ce combat.
Et il ne refuse pas l'idée, même après s'il l'abandonne, que de faire pour la Corse, sur la proposition de Mathieu Boutafeux, un projet de constitution. Pourquoi ? Pourquoi Rousseau ? Parce que Rousseau symbolise déjà une sorte de lumière radicale. Et il voit dans la Corse de Paoli, je dirais, le symbole, l'exemple de ce combat de lumière radicale contre Voltaire, qui lui, je veux dire, est à fond pour Choiseul. Souvenez-vous de la lettre de Voltaire à Madame Denis, ou à Prontenove. Enfin, nous sommes accordés. Bon, ces deux combats, l'un pour le peuple, je dirais, pour aller vite, pour la démocratie, et l'autre pour le despotisme éclairé. Et Rousseau, il tout à fait naturellement prend parti pour ce combat. Bien. Avec des illusions, mais comme les autres. Prenez Verri. Verri a encensé Paoli. Pourquoi ? Parce que Verri il n'est jamais venu en Corse. Il considère, parce qu'il est milanais, rattaché à l'Autriche, puisque... il considère que le combat de Paoli est un exemple, peut-être pour lui, pour moderniser le fonctionnement de l'État autrichien. Alors vous signalez aussi, oui. Mais, attends. Et il va encenser Paoli, jusqu'à Pontenove. Après Pontenove, Paoli devient un bouffon. Il l'écrit. Pourquoi ? Parce que l'idée de Verri, c'était que Paoli allait faire échec à la domination française en Méditerranée. À partir du moment, lui, Milanais autrichien, Paoli a perdu ce combat, il devient un bouffon et il déverse sur Paoli des insultes comme Dieu, c'est pas possible. Je dirais, Paoli est à la fois symbole, prétexte pour toutes les lumières, je dirais, de l'époque. Alors, pour terminer notre entretien, Ange Rovert, finalement, que doit retenir l'histoire de Pasquale Paoli en priorité ? Son amour pour la Corse et son combat pour son indépendance, comme vous l'avez décrit. Et aujourd'hui, est-ce que, par exemple, c'est ce qu'aujourd'hui les nationalistes ont choisi dans leur récit sur Paoli, mais l'historien que vous êtes, finalement, il ne s'en contente pas. Non, moi, l'historien que je suis analyse une période de l'histoire avec, je dirais, l'esprit critique qu'il faut, l'appareil conceptuel qu'il faut, l'appareil, je dirais, l'érudition. Et j'analyse normalement ce symbole. Maintenant, on construit un roman national. Moi, je veux bien. Mais ça donne quoi ? Ça donne des écrits en suspension avec l'histoire. On me parle de démocratie paoline. Elle n'existe pas. Bien. C'est un gouvernement. Finalement, c'est une institution dans laquelle le peuple est absent. On me parle de liberté de la patrie, certes, mais on ne trouvera jamais dans n'importe quel texte de Paoli la garantie des libertés individuelles. D'ailleurs, en 1764, il refuse la proposition faite par Boutafeux d'établir un habeas corpus garantissant les libertés individuelles. Il combat Beccaria. Beccaria, c'est quand même le père
du droit pénal moderne. À un moment donné, il est encensé par les révolutionnaires français qui le reçoivent. Ah oui, mais alors après, je pense l'avoir démontré. En 1790, je dirais, compte tenu du tournant que prend l'histoire de France, les révolutionnaires français, la preuve c'est Buonarroti, ont dans l'idée cette, comment dirais-je, cette réputation, ce visage que la littérature du 19e, du 18e a construit. Bien. Mais une réputation, encore une fois, ambivalente. Et ils sont eux aussi, et c'est le cas, encore une fois, de Buonarroti, prisonniers de cette vision. Et il y a une sorte de syncrétisme qui s'opère entre une vision idéalisée du passé et ce qui est en construction dans l'histoire de France à partir de 89. Et puis, les yeux ils vont se dessiller. Saligetti et Arena et tant d'autres, très paolistes, en 89-90, vont, à partir de 92-93, prendre la mesure d'une personnalité qui ne répond pas aux rêves dans lequel ils s'étaient eux-mêmes investis autour de la personnalité de Pascal Paoli. On pourrait continuer à parler des heures sur Pascal Paoli. Malgré tout, en conclusion, Ange Rovère, Pascal Paoli demeure le personnage central de l'histoire de la Corse du XVIIIe et au-delà, malgré tout. Le personnage central de l'histoire de la Corse, c'est Napoléon. Il illumine sa maison de Londres, oui, le jour où Napoléon devient empereur. Oui, non, mais voilà, je veux dire, un démoubiant, je veux dire, c'est un personnage central, c'est vrai, de l'histoire de la Corse du XVIIIe. Encore faut-il avoir sur les personnages, son action, et sur la Corse. Parce que dans tous les livres que vous pouvez lire sur Pascal Paoli, les Corses n'existent pas, hein. Il y a 130 ou 140 000 habitants, 90% de paysans, mais on ne parle jamais des paysans. De leur faim, la guerre civile, a miseria negra. Hein? Les luttes agraires, comment Paoli gère le problème agraire comme Gênes. Le Fiumo, c'est pas rien. Le Migliacciaro, c'est pas rien. Hein. Bien. Donc, il est là, le peuple. Elle est là, la Corse. Or, moi, mon regard, c'est Paoli. Mais Paoli par rapport aux réalités insulaires. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est faire parler ceux qui sont absents de l'histoire. Parce qu'il faut lire les rapports qui arrive chez Paoli, par ses inspecteurs même. La misère épouvantable, et surtout, je dirais, le comportement de ces commissaires qui traitent le peuple comme si c'était presque des esclaves. Quand ils vont prendre les impôts, c'est épouvantable ce qui se passe. Alors, on va conclure. On est effectivement dans le récit, et un récit malgré tout politique et critique. Je ne suis pas un récit politique. Du personnage de Paoli. Mais malgré tout, et il faut conclure, malgré l'intérêt de l'entretien, Paoli, malgré tout, est considéré aujourd'hui par les Corses comme un personnage qui a malgré tout essayé de donner à la Corse une indépendance. Finalement, il n'a pas gagné, mais
retenir ça, c'est quand même fondamental. Mais nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut travailler la question en historien. Ange Rovère, merci. Votre livre, donc, Pascal Paoli, de lumière et d'ombre. Merci Pierre-Louis et merci à son invité. Les titres de l'information de ce vendredi, c'est toujours avec Philippe Jam et la rédaction de Radio Corse International. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné un homme de 45 ans à 4 ans de prison ferme pour l'incendie de la paillote L'Éphémère sur la plage de Calalongue à Bonifacio en avril 2025. Un SDF de 41 ans condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour des vols commis dans des églises de la plaine orientale. Le contrôleur aérien qui s'était endormi en service à l'aéroport d'Ajaccio en septembre 2025 a été mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Peut-être une 6e liste au municipal de Bastia. Elle serait conduite par Jean-Michel Lamberti sous l'étiquette Reconquête. Et puis en football, le Sporting Club de Bastia en appelle à Dunkerque ce soir. Et puis en volée, le GFCA également au pied du mur à 7. Météo, le week-end sera bien ensoleillé, mais un peu venté. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec nous sur Télépaèse ou bien sur Radio Corse International. Je vais vous donner rendez-vous donc lundi avec tout l'ensemble de l'équipe de RCI. Alors, passez un très bon week-end. Hein. Voilà, on va faire avec le temps qu'on aura donc ce samedi-dimanche. Au niveau des petites informations, je rappelle que ce soir, vous avez l'Arcucci qui se produisent au centre culturel L'Albor. À première vue, c'est complet, mais bon, vous pouvez toujours tenter de passer un petit coup de fil. Il y a toujours des personnes qui se désistent au dernier moment. Voilà pour cette belle soirée donc avec l'Arcucci. Donc ce soir du côté de l'Albor. Je vous souhaite de passer donc un bon vendredi. Tini de Vurte et ci ritroviamo lunedì mattina. Si vous